s'asseoir. Toujours sur le même serment, madame. Prière, toujours sur le même serment. On n'a pas besoin de vous rire. Je m'entends pas bien, je m'excuse, c'est comme si c'était... C'est écho, hein? Oui. Alors, vous pouvez répondre aux questions. Parfait, merci. Donc, ça veut dire. Ça va, monsieur comme ça, j'ai retrouvé le cartable, il est à votre droite, donc... Ah oui, j'avais retrouvé ça. Il était caché derrière. D'accord. J'avais bien caché hier, un peu trop, faut croire. Donc, avant la pause, on a fait état des 2 premiers constats de 5 de votre rapport. On va poursuivre avec le 3e constat, qui, celui-ci, là, se décline en 8 sous-constats, donc de A à H. Donc, peut-être nous mettre en contexte là, du premier constat. J'inviterai Mme l'assistante greffière à exhiber la page 33 du projet de rapport du 18 février 2025. Donc, on parle, le conseil, le suivi des contrats, de même que l'application des clauses contractuelles ne sont pas toujours respectées conformément au cadre normatif. Mettez-nous en contexte. Bien, en fait, j'ai fait, si on veut, j'ai mis plusieurs observations pour lesquelles on en est venu à un constat à ce niveau-là. Donc, c'est là au niveau du cadre normatif qu'il y a des choses que j'observais qu'on ne les avait pas respectées. Donc, ça va autant au niveau des pénalités, au niveau des clauses limitatives qui apparaissent à certains contrats. Ça va également au niveau des ressources stratégiques. On va au niveau de la consommation, que je m'apercevais que certains contrats, on cessait leur consommation avant la fermeture qui était déclarée. J'avais également, au niveau de l'outil de suivi de la consommation des contrats, j'avais également soulevé une impossibilité dans certains cas de relier les heures facturées aux biens livrables qui étaient produits. Et j'avais certaines absences de suivi dans la consommation des contrats ou des demandes d'intervention. Donc, ça a été surtout ces points-là que j'ai soulevés, qu'on a mis ensemble dans un constat au niveau comme quoi qu'on ne respecte pas le cadre normatif. Parfait. Donc, si on va à A de votre rapport, donc qu'on voit à l'écran, donc on parle de 3 types de pénalités. Oui, en fait, dans certains contrats, là, on va venir si vous voulez, accorder des pénalités à 3 types en particulier. Donc, il y a soit une pénalité là, pour le refus pour le fournisseur de premier rang de relier. Très souvent, par contre, le refus relié à une demande d'intervention, on va venir appliquer la pénalité seulement à partir du 3e refus. Donc, premier refus, 2e refus, il n'y a pas de pénalité, mais à partir du 3e, par profil qu'on refuse, là, on devrait normalement émettre une pénalité. Je vous dirais que la majorité des contrats à exécution sur demande sont à cet effet-là. Il y a également, dans certains cas, où est-ce qu'on a des pénalités pour un remplacement de ressources stratégiques et on en a également pour le non-respect d'un service attendu, des possibilités. Donc, moi, je voyais dans ça, dans lequel, où est-ce qu'il y avait eu l'enquête administrative qu'on vous a déposée, je pense, en preuve. Donc, dans ça, on venait dire qu'on demandait à certains fournisseurs de refuser d'offrir, de répondre aux demandes d'intervention. Qui ont? Pardon? Qui ont demandé à certains? Dans l'enquête administrative, on soulève qu'il y a certains gestionnaires qui confirment avoir fait ces démarches-là? Ces démarches-là, oui. Et évidemment, ça avait soulevé, après la suite de cette enquête administrative-là, avait fait en sorte que la politique d'acquisition, on était venu la modifier. Avant l'enquête administrative, si vous voulez, on laissait la discrétion aux gestionnaires de l'appliquer, mais en août 2021, on va venir modifier la politique pour imposer aux gestionnaires de l'application des pénalités dans la gestion des contrats. Est-ce qu'on laisse toujours la chance, là? Donc, 2 refus, puis après ça, on va au 3e refus? C'est toujours,
évidemment, chaque contrat peut être différent, là, parce que j'en ai vu des contrats où est-ce que j'ai vu des appels d'offres où est-ce qu'on appliquait une pénalité à pas au même niveau là, si on veut, du pourcentage de pénalité qu'on l'appliquait, mais j'ai vu un appel d'offres que j'ai vu où est-ce qu'on appliquait une pénalité différente, mais à l'ensemble des fournisseurs. Donc, il y avait 3 rangs dans cet appel d'offres-là. Donc, on appliquait une pénalité pour le rang 1, pour le rang 2, pour le rang 3. Mais je vous dirais que pour la majorité des appels d'offres que j'ai à étudier dans mon échantillonnage, l'application de la pénalité se restreint seulement qu'aux fournisseurs de premier rang. Donc, on ne le voit pas apparaître pour les autres. Je trouvais ça dommage d'ailleurs parce que j'avais observé que lorsqu'on appliquait des pénalités à l'ensemble des fournisseurs, ben, il y avait un respect. Donc, OK. Donc là, suite à l'enquête, on change la politique et là, ce que je veux observer dans ça, c'est, si vous voulez, est-ce qu'on suit la règle? Est-ce qu'on suit la nouvelle pénalité, la nouvelle politique? Est-ce qu'on applique cette nouvelle imposition-là aux gestionnaires? Et dans mon échantillonnage, je relevais, entre autres, et là, j'ai pris la peine, là, dans mon énumération ici qu'on voit, là, j'ai pris la peine de ne pas tenir compte des appels d'offres ou des pénalités qui auraient pu être appliquées avant le changement de la politique. Je veux seulement avoir un aperçu de après la politique où est-ce qu'on est venu imposer, imposer, en tout cas, où est-ce qu'on est venu dire au gestionnaire qu'il doit le faire. Donc, sur 14 demandes d'intervention qui avaient été refusées, et que là, qu'on aurait dû voir apparaître une pénalité, ça générait cette somme-là, ça générait 94 000 416 $. Et sur les 14, j'observais que il y avait 8 demandes d'intervention, donc au niveau de 57 qu'on avait omis d'imposer la pénalité. Quand même. Oui. Après la modification de la politique. Oui. C'est pour ça que je tenais à le soulever, parce que je ne suis pas sûre que... je me rappelle d'avoir entendu M. Frenette qui disait comme quoi qu'on avait travaillé à cette imposition-là. Et j'en viens pas tout à fait au même résultat que ça. En fait, quand j'avais questionné la direction de la gestion contractuelle, il m'avait vraiment indiqué que ce n'est pas la gestion contractuelle qui s'occupe, nous, au niveau des pénalités. On remet ça aux gestionnaires de contrat de faire les démarches pour qu'ils fassent des démarches aux finances pour qu'ils appliquent la pénalité. Mais la DGCC disait que ce n'était pas dans sa cour, finalement. Ce n'était pas à eux à s'occuper de ça. Oui, là, je suis rendue à l'autre qui est au niveau de la clause limitative, au point B. En fait, ça, j'avais soulevé 2 cas où est-ce qu'il y avait des clauses dans les contrats. Donc, la première, on voyait apparaître dans le contrat une clause de pré-retraite. Donc, c'est l'impossibilité d'engager, si vous voulez, là, une personne qui est en pré-retraite là, dans le cadre du contrat. Et je voyais qu'on avait engagé une ressource qui était pré-retraitée et qu'on avait en fait retiré cette clause-là par avenant avant de l'engager. Mais je le soulevais. Juste, donc, dans l'assistante greffière, c'est possible de mettre la page 35. Et j'avais également la clause limitative, mais on vous en a parlé, Monsieur le commissaire, de la clause de Mme Savoie là, à son contrat. Donc, ça fait référence à ça. On a un petit problème technique. Ah, OK, parfait. Donc, si on peut descendre... Donc, c'est ça les chiffres auxquels vous référiez. Oui. On se retrouve à cet endroit-là. Parfait. Oui. Et là, donc, page 35, la clause limitative. Je vais juste me permettre de faire un petit pas en arrière, toujours dans le constat 3A.
d'exhiber l'onglet numéro 7. Et ensuite, Madame l'assistante greffière, vous pourrez exhiber l'onglet 8. Donc, l'onglet 7, exemple à l'appui du constat 3A, pièce 44, P290, je crois. Exactement. Merci. En Donc, fait, ça, qu'est-ce que ça se trouve être, si vous voulez, c'est un tableau que j'ai fait suivant les observations qu'on avait soumises à la VPCA-FCO, la vice-présidence. Écoutez, je suis désolée, moi, les acronymes, je je suis pas en mesure de vous dire à quoi tous ils font référence, là. Je ne sais pas le terme exact, la VPCA. FCO, là, c'est l'unité au niveau de la DGCC à qui on avait... CO, là, ça finit par contrôle organisationnel, généralement. Là. Si vous le dites. Ça vous risquait êtes de me meilleur que moi. tromper. Ça risquait de Le me retenir. tromper. Donc, ça, si vous voulez, ce tableau-là, c'est les observations qu'on leur avait transmises avant d'en venir à faire des constats, puis avant d'en venir à faire des recommandations, là, avant de rédiger le contrat, là, c'est la portion qu'on avait soumis nos observations à l'unité auditée. Donc, et la deuxième colonne, ce que vous trouvez, c'est la réponse qu'ils ont fournie à notre observation. Et donc, on voit dans le tableau, le tableau à la colonne dossier, contrat, ça, ce sont si vous voulez, la représentation des pénalités qui auraient dû être appliquées là, relativement aux bons de commande ou DI, si vous voulez, là, associés au contrat. Parfait. Ici, Madame l'assistante greffière, on peut exhiber l'onglet 8, qui sera dans le fond un exemple, exemple à l'appui du constat 3B, qui est un exemple de non-respect des clauses limitatives. Lorsqu'on le verra à l'écran, vous l'avez dans votre cahier, lorsqu'on verra à l'écran, si vous pouvez le commenter également, le voici. Donc, je pense qu'on parle à Mme Savoie. Du 44, P291. Oui, merci. En fait, ça, par contre, si on veut, là, la feuille de temps, c'est une extraction là, de SGPE qui avait été fait. Et on voit là, que Madame est engagée là, le lendemain de la fin de son contrat là, pour LGS. Là. Donc, C'est en Mme fait, Savoie, ça? Madame Savoie, oui. Madame Louise Savoie. Oui. Conseil intégrant, Inc. Ça, c'est sa compagnie Oui. personnelle. Et on voit là, que ça se termine le 23 mars 2021. Et dès le lendemain, le 24 mars 2021, elle va mettre des heures pour LGS. Puis par rapport à tout à l'heure, je pense que c'est une évidence, mais juste pour que ça soit clair pour tout le monde, je parle au fait de ne pas imposer de pénalité. Bon, ça va de soi, là. Pose la question, c'est y répondre, mais on s'entend que ça engendre un manque à gagner au niveau financier pour la société, parce qu'elle n'impose pas de pénalité, donc elle ne reçoit pas le montant de ces pénalités-là. Bien, en fait, les pénalités, c'est comme M. Frenette vous l'a dit, là, ça sert un peu à amortir le fait qu'on va aller requérir les rangs suivants à des taux plus chers. Donc, c'est un peu pour récupérer un peu ces sommes-là. Okay, donc, on est doublement pénalisé, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas nécessairement la pénalité, puis en plus de ça, ben, l'effet d'aller au second, au-delà de la pénalité du refus, ben, c'est parce qu'il est arrivé deuxième, donc pas nécessairement pour un profil donné, mais dans l'ensemble, ouais. Pour le même nombre d'heures avec le même profil, il était plus cher que le premier. En fait, on poursuit le raisonnement, puis on dit que ça fait en sorte qu'on s'en va en bout de ligne augmenter les contrats pour essayer de terminer nos livrables. Bien là, on a été obligé d'aller chercher une enveloppe budgétaire supplémentaire par avenant, mais on ne s'est pas assuré d'aller rechercher les sommes qu'on devait. Là. Si on va au constat 3C à la page 36, on va parler des appels d'offres pour des besoins récurrents qui sont débutés avant d'épuiser les sommes des appels d'offres précédents. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par appel d'offres pour des besoins récurrents? Bon, mais ça, ce sont des appels d'offres surtout des contrats d'exécution sur demande, où est-ce que ils sont consécutifs, là. On en finit un, on en commence un nouveau. C'est comme toujours un après l'autre. On va chercher des bras. Tu sais, on va chercher des ressources. Et dans ça, en fait, ce point-là, j'avais comme deux éléments que j'avais notés, là. J'avais le premier où est-ce que, ben, on s'aperçoit, là, tu sais, là, on cesse de consommer cet appel d'offres-là 542 jours avant son échéance et il reste pourtant un solde de 662 950 dans les coffres de cet appel d'offres-là. Et on va à la place débuter immédiatement l'appel d'offres suivant, qui a les mêmes profils, mais dont les taux, évidemment, sont plus élevés. Et dans cet exemple-là, en plus, se trouve être le même premier fournisseur. Le premier rang, là, c'est le même fournisseur. Donc, on a cessé le premier au profit du deuxième pour pouvoir commencer tout de suite à le consommer à des taux plus dispendieux. Et ça a coûté l'écart là, entre les taux horaires. J'ai fait l'exercice là, que si on l'avait appliqué au premier appel d'offres à la place et qu'on aurait épuré finalement l'enveloppe budgétaire qui restait, là, on aurait eu 158 525 de plus dans nos poches. Donc ça a coûté 158 525 à la société d'aller directement tout de suite au nouvel appel d'offres au lieu d'épurer le premier qui restait des sommes. Donc, je comprends bien, il me reste de l'argent dans un appel d'offres, 662 950. Ouais. Malgré ça, 1 an et demi, grosso modo, avant la fin de celui-ci. Il reste de l'argent, il reste du temps. Ouais. Je relance un appel d'offres, ouais. mais les taux des soumissionnaires sont supérieurs. Ouais. C'est les mêmes profils, puis c'est le même soumissionnaire qui remporte. Ouais. Puis au lieu de me coûter 662 950, ça va me coûter 662 950 plus 158 525. Non, 662 950, c'est ce qui reste dans l'enveloppe budgétaire. Mais avec le nouvel appel d'offres, je vais prendre le solde, mais ça va, pour le même service, je vais avoir le solde que j'avais, oui. mais 158 000 $ de plus. Oui. Son taux est différent, parce que le taux est différent. Oui. Mais en fait, je sais, si je peux expliquer un peu cet appel d'offres-là, on est encore dans l'appel d'offres qui est visé avec l'enquête administrative que vous avez eue. Okay? Ça fait partie d'un des appels d'offres qu'on souligne, là. Et dans ça, là, je vous remets juste dans le temps, là. Dans ça, je vous rappelle, on a une enquête qui est survenue à peu près en mars 2020. OK? Et là, où est-ce qu'on relève les problématiques qu'on a soulevées, qui a été demandé, je vous rappelle, là, il a été demandé, cette enquête-là avait été demandée, me semble, le RARC est venu dire que c'était lui qui l'avait demandé, oui, cette enquête-là. Et là, le mois suivant, mois d'avril, mois de mai, mois de mai, excusez, au mois de mai, donc 2 mois après l'apparition de cette enquête-là, au mois de mai, le RARC va signer, dans le cadre de cet appel d'offres-là, il va signer une autorisation pour permettre aux gestionnaires de contrat de diriger immédiatement les demandes d'intervention aux fournisseurs de deuxième rang sans passer au premier rang, sans les offrir au premier rang. Cet appel d'offres-là, on est comme... il reste quand même là, 542 jours. On n'est pas à la fin, de son délai, là. Est-ce qu'on a cessé de le consommer 542 jours avant? Puis il reste quand même une enveloppe dedans, mais on va quand même... le RARC va quand même autoriser à ce qu'on dépose des demandes d'intervention
qu'on les offre immédiatement au deuxième rang et non au premier rang. C'est M. Frenette qui va faire Ouais. ça. Et ça, dans cette note-là, on va venir dire à l'intérieur que un nouvel appel d'offres a été signé. Donc, on parle de l'appel d'offres qui est suivant et qu'on va immédiatement aller débuter la consommation de cet appel d'offres-là. Donc, je vous rappelle, c'est le même fournisseur qui est au premier rang dans les deux. Donc, dans la note du RORC, on vient dire qu'on analyse avec un risque. Le risque que le fournisseur s'oppose au fait qu'on ne lui offre pas les demandes d'intervention. Mais en même temps, le paragraphe suivant, on comprend qu'il lui a dit qu'il était pour lui faire diriger les demandes d'intervention qui étaient pour s'en venir, là, et qu'on était pour l'autoriser à consommer immédiatement l'appel d'offres suivant. Fait que ça... Puis je vous rappelle, on est dans le même temps là, qu'on a eu le rapport qui venait dire qu'il savait que les gestionnaires demandaient aux fournisseurs de refuser. Là. On est dans cette période-là. On peut peut-être, pendant que vous abordez la question, là, exhiber l'onglet numéro 12, qui est la note en question de M. Frenette à M. Malenfant. Est-ce que vous l'avez posé, maître? Juste l'identifier par le témoin, c'est bien la note auquel vous référiez? Ah, OK. Elle vient d'apparaître. Oui, C'est ça, exactement. donc on peut la coter, effectivement. Sous 44 P 292. Parfait. Donc, à moins que vous vouliez commenter, je passerai au constat 3D. Bien, je voudrais juste peut-être dire, quand j'ai fait l'analyse, parce que dans ça, on a également là, un tableau d'analyse sérieuse, qu'on dit. J'aimerais ça qu'on la regarde, la note. Là. On peut descendre. Je ne sais pas si Mme la greffière, l'assistante greffière, vous pouvez descendre dans le document tranquillement. Oh, peut-être revenir. Il justifie ça comme ça. Pour compléter l'équipe interne, la vice-présidence aux technologies de l'information utilise actuellement la mécanique des demandes d'intervention dans un contrat d'exécution sur demande pour assurer le développement des applications d'affaires et de soutien de la société. 3 fournisseurs sont qualifiés et ils sont sollicités selon leur rang établi par le prix global de leur soumission. Or, plusieurs ressources externes provenant du fournisseur de deuxième rang de ce contrat est actuellement utilisé et impliqué fortement dans le cadre de la réalisation des projets et des travaux prioritaires et essentiels à mission répartis. Puis là, on parle des 4 sphères. Parfait. Donc, alors ça veut dire ça, ils sont impliqués déjà. Mais on a fait un nouvel appel d'offres. Ouais. Ils sont au deuxième rang. Puis, tu peux-tu, toi, à titre de RAC, là, autoriser ça là, pour qu'ils aillent directement au deuxième? Est-ce que je résume ça comme ça ou Oui. c'est trop simple? Oui. Bien, même plus loin, là, on vient dire, on fait une analyse de risque. Oui. Peut-être aller à la page 2, Mme l'assistante greffière. Au lieu de venir dire, en tout cas, non, je ne devrais peut-être pas dire ça, là, mais... Peut-être descendre des considérants. Afin d'étudier le risque, le respect des échéances. Si je peux rajouter, là, quand on observe là, les 18 ressources qu'on vise par ces demandes-là, là, moi, quand j'ai fait mon analyse, là, il y avait parmi ceux-là qu'au moment où cette note-là
est daté, là. Donc, à fin mai, là, les ressources il y avait certaines qui avaient déjà fait les travaux ou qui étaient déjà débutées bien avant d'avoir eu cette note-là qui est venue là, donner une bénédiction, si on veut. Donc, les travaux, pour certains, étaient même terminés. Fait que, Si on peut descendre pour qu'on voit la demande. c'est... Merci. Donc, comme vous avez dit, puis là, je comprends de votre témoignage que dans les 18 ressources, on n'a pas nécessairement entendu la note du RAR pour commencer. Puis c'est plus loin un peu qu'on va venir dire qu'on va passer directement à l'appel d'offres suivant. Alors, allez à la fin de la note, s'il vous plaît. Considérant que CDI mettront fin au contrat actuel, toutes les nouvelles demandes d'intervention à venir vont être offertes aux fournisseurs qualifiés au nouveau contrat selon leur rang de classement. Mais c'est le même fournisseur. Est-ce que c'est le même fournisseur qui est Conformo aussi ou C'était Olivio qui est premier? Oui, je voudrais. On parle, mais c'est le premier qui est le même. Parce que si on réfère à Conformo, mais Conformo, je comprends que. Il faudrait que j'aille mes fichiers, là, je vous dirais plus, mais je ne peux pas vous répondre. C'est Lévio ou les SGS, un des deux. SGS ou Lévio, OK. Je pense que c'est Lévio. Okay. Parfait. Donc, si vous me permettez, M. le Commissaire, on irait à la page 36-37 du rapport concernant le point D. C'est assez succinct. Là. Les ressources stratégiques proposées dans la soumission du fournisseur ne sont pas majoritairement celles qui exécutent les travaux. Qu'est-ce qu'on entend par ressources stratégiques? Bien, en fait, certains appels d'offres vont demander vont demander lors de l'appel d'offres, ils vont demander à ce qu'on désigne des ressources stratégiques. Donc, ce sont des ressources qu'on veut s'assurer de leur travail durant tout le temps que les contrats vont, la durée de vie des contrats. Donc, ça va être des travaux spécifiques, bien souvent, là, qu'on va vouloir s'assurer vraiment que la ressource soit disponible, puis que, en fait, c'est ce qu'on demande aux fournisseurs, d'assurer que la ressource va être disponible tout le long des contrats. Et ce que j'augmente, puis ça, c'est un constat que le VGQ avait également fait là, à plusieurs reprises, c'est que les ressources stratégiques qui sont désignées à l'appel d'offres, parce que, en fait, il faut comprendre que ces ressources-là, quand ils ont qualifié l'appel d'offres, ces ressources-là, leur CV, ça a permis à la firme de se qualifier. OK? C'est leur expérience, puis tout ça. Puis c'est avec ces ressources-là qu'on va avoir qualifié le fournisseur, entre autres, avec son enveloppe de prix, là, mais principalement avec ces ressources-là qu'on va avoir qualifié le fournisseur. Mais immédiatement, après la signature des contrats, ce qu'on voit, c'est que ces ressources-là sont modifiées. Donc, on va par avenant venir changer les ressources. On nous dit dans l'appel d'offres, par contre, qu'il doit y avoir une ressource équivalente ou supérieure pour modifier la ressource stratégique. Moi, j'en reviens pas sur ce, je remets pas en question l'analyse qui est faite par rapport, est-ce que c'est une ressource équivalente ou supérieure? Mon point est seulement sur le fait que ce que je m'aperçois, c'est qu'à la signature des contrats, on va immédiatement changer ces ressources-là. Ce n'est plus ces ressources-là qui avaient qualifié le fournisseur. Parfait. À E, toujours dans le troisième constat, on a E, cessation de la consommation des contrats avant l'échéance sans la fermeture de celui-ci en temps opportun. Oui. Et je suis à... Oh, mais comme... La page 30, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi avant de commencer, il y a une figure à la page 39 du rapport, je crois. Oui, parfait. Donc, en quoi, quelle est la problématique et en quoi c'en est une? Bien, ce que je venais de dire dans ça, c'est que on va, vous savez,
au niveau de la publication au SEAO, on doit informer on doit envoyer, si vous voulez, lors de la fermeture du contrat, on doit dire certaines informations, entre autres à quel moment que le contrat est terminé, à combien s'élève les montants accordés, et on va avoir le détail de chaque fournisseur à combien leur portion du contrat ils avaient eu. Okay? Ce que je remarquais, c'était que quand on cessait de consommer ces contrats-là vraiment beaucoup plus tôt, et que des fois, on gardait une somme à l'intérieur des contrats, mais on cessait leur consommation. On publiait à la fin de la vie du contrat l'information au SEAO. Et là, d'une certaine façon, c'est une information qui est un peu biaisée parce que on ne démontre pas par ça qu'on avait consommé la majorité du contrat puis qu'on avait cessé sa consommation, si vous voulez, avant son échéance, bien avant son échéance. Donc, le tableau ici, là, ça fait vous montrer là, avec des exemples. Donc, on a entre autres, pour l'année 2022, l'appel d'offres numéro 2, on voit qu'on a cessé de le consommer 550 jours, donc 1 an et 6 mois avant la fin. Il restait, c'est celui qu'on a parlé tantôt, de 662 000. On avait 93 % de consommation dans ce contrat-là à la fermeture, mais on avait également donné un avenant, un montant supplémentaire à cet appel d'offres-là. Mais si je regarde au SEAO, je ne le verrai pas l'avenant, là, parce qu'on est en bas du 10 %. Puis je ne verrai pas qu'on l'avait arrêté de le consommer là, bien avant. Là, ça veut dire qu'on l'avait, en fait, consommé beaucoup plus rapidement que ce qu'on publie au niveau du SEAO. Donc, tu sais, j'en ai d'autres, là. Le numéro 3, on a cessé de le consommer 723 jours avant la fin. Il restait une somme disponible de 57 000. Donc, on ne le verra pas, ça. Et c'est la même chose pour le numéro 4, où est-ce que c'est 426 jours. Donc, on est vraiment à 1 an et 2 mois avant la fin du contrat, puis avant la date qui est indiquée également au SEAO. Ce que je vous rappelle, au SEAO, on va indiquer la date de fin, mais dans les cas présents, ce qu'on va indiquer, c'est la date de fin effective du contrat et non la date de fin de sa consommation, si on peut. Puis est-ce que on a un exemple, c'est l'onglet 9, Madame l'assistante greffière. L'exemple de Madame Chagnon, on a déjà parlé. Je crois qu'il est à l'écran, si vous pouviez nous expliquer ou contextualiser le document, s'il vous plaît. En fait, dans ça, ce que je voulais démontrer, c'est que Mme Chagnon, elle avait terminé le 4 février 2020 et non 2018 comme on l'avait déclaré ici. Et ce que je voulais amener également, c'est qu'elle, on avait cessé donc sa consommation le 4 février, mais au niveau du SEAO, ce n'est pas l'information qu'on a publiée. Mais là, je ne l'ai pas ici, par contre. Là. Je ne l'ai pas dans ce document-là. Je n'ai pas le SEAO là, qui vient démontrer la fin de sa... On essaierait peut-être de le retrouver là, lors du lunch, le SAO, pour compléter la pièce. Donc, on peut la coter quand même, sujet à compléter le document là, après la pause. Donc, 44P 293. Ça mène au constat. Pourquoi? Juste une question. Dans un dossier comme Mme Chagnon, je comprends qu'on n'a pas le document SAO, mais de vos travaux, vous avez constaté que ça a été publié au SAO oui. Après. Pourquoi on peut faire? Pourquoi on fait ça? Est-ce que vous avez une idée ou c'est quoi les conséquences sans émettre d'opinion? Si moi, mon dossier reste actif là, pour... Moi,
c'est juste au niveau de la transparence là, surtout que je le soulève, là, parce que je trouve qu'on on devient pas transparent dans notre information qu'on publie. Je comprends par contre que, tu sais, d'une certaine façon, on contourne pas les règles parce que c'est la vraie date de fin de contrat et qu'il reste des sommes dedans. Bien souvent, dans les clauses, on va dire que c'est soit l'échéance prévue au contrat ou l'épuration des sommes qui va faire une fin de contrat, là. Et je comprends que dans tous mes exemples, il reste des sommes. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est qu'on a terminé leur consommation bien avant. Et ce n'est pas la date de fin de consommation qui est indiquée, mais la date de fin de contrat. Et ça laisse supposer que la consommation s'est bien fait, alors que dans certains cas, on a cessé de la consommer plus d'un an avant la fin. Donc, on devrait plutôt avoir un signal qu'ils ont été consommés plus rapidement que prévu. L'autre élément que particulièrement à Mme Chagnon, que moi, j'y voyais un danger, c'est que si on cesse si on cesse de l'utiliser, ses services, comme là, on a cessé, la dernière fois qu'elle a facturé dans son dossier, c'est le 4 février. Si je me rappelle bien, là, elle, son appel d'offres se terminait, me semble, en 2021. Me semble que c'est au moins 21 que son appel d'offres se terminait. Peut-être que j'ai l'information un petit peu plus loin. Tantôt, on l'avait montré. Est-ce qu'elle facturait pour des services passés? Parce que des fois, Bien, c'est qu'elle, dans son cas, on l'avait prolongé par avenant. Tantôt, c'est vrai, vous avez l'information tantôt dans l'onglet, là. Je l'ai vu tantôt. qui a été prolongée, là. Dans l'onglet 4. Ça, l'onglet 4, non, l'onglet 5. Donc, elle, là, on a eu une prolongation, c'est ça, jusqu'au 22 mai 2021. Donc, ça veut dire que au moment où est-ce qu'on va chercher une prolongation, même si à partir de la prolongation numéro l'avenant 2, la prolongation, OK, je répète, là, je vais juste revenir. Donc, on a l'avenant 2 qui est fait le 8 mai 2020 pour permettre la prolongation de son contrat jusqu'au 22 novembre 2020, alors qu'on a cessé de consommer son contrat, là. Tu sais, on est au mois de mai quand on fait cet avenant-là, et elle a terminé le 4 février 2020. Là. On va faire 2 avenants pour prolonger son contrat, et elle ne fournira pas de prestations de travail. Moi, ce que ça c'est mon petit côté d'enquêteur qui remonte, là. Ce à quoi ça me dit, c'est que cette dame-là, on n'a pas fermé son contrat, donc ses accès ont resté ouverts. Donc, elle a continué à avoir des accès avec les accès de la société. Donc, ça, j'y vois un problème. Tu sais, à partir du moment où est-ce qu'on cesse d'utiliser le contrat, ces accès, il faudrait qu'ils soient cessés. Et dans ce cas-là, on les a fait cesser à la fermeture de son contrat. Juste pour supporter ce que vous dites, là, donc on voit à l'écran, là, c'était l'onglet 5. L'onglet 5, c'est la pièce 288. Donc, c'est le P22 960 volet A. Ça, donc, on voit seulement des avenants 2 du 22 novembre, l'avenant 3 du 22 mai 2021. Puis si on revient à la pièce 293, on voyait tout à l'heure là, que 4 février 2020 était son dernier jour travaillé. C'est la dernière journée qu'elle a travaillé. Mais tu sais, c'est ça. Moi, si vous me demandez ça serait quoi une conséquence de ça, bien, ça, on n'y enlève pas ses accès, là. Elle avait encore un contrat valide, mais on ne l'utilise pas, mais ça ne lui enlève pas ses accès pareil. Dans le cadre de vos travaux, est-ce que on a eu une réponse ou une explication pourquoi non seulement on fait un avenant une fois, mais 2 fois alors qu'il n'y a plus de prestation de travail? Non, ça, je n'ai pas... On n'est pas rendu jusque-là. Non. Maintenant, on passe au constat 3. Je soulève juste que
un peu plus loin, je vais juste indiquer, par contre, dans la portion avenant, que c'est la justification reliée à ça, ben, je me suis questionnée, là. Tu sais, on a pris à peine de faire 2 avenants pour prolonger son contrat, mais qu'on ne l'utilise pas, je n'ai pas compris la pertinence. Vous n'avez pas eu de réponse. Non. Ah, encore. Ça va. Donc, à F, 3F, la page 39, l'outil de suivi de la consommation des contrats est inefficace. Tableau Excel complété manuellement. Vos commentaires là-dessus, à part les évidences? Là, je comprends Ben, que en fait, c'est juste la façon dont le système, là, je ne veux pas être lourd, là, parce que ça peut être lourd à essayer d'expliquer, là, mais en gros, là, c'est que quand OK, on a une enveloppe budgétaire pour l'appel d'offres. Quand on émet une demande d'intervention, on va retirer cette somme-là qui couvre la demande d'intervention qu'on accorde, OK, pour l'enlever, si on veut, au niveau du budget, parce que là, on est supposé de la consommer, OK? Mais dans les cas où est-ce que on tarde à fermer l'ADI quand on a terminé les travaux, puis tout ça, bon, ben, il y a puis qu'il reste des sommes. Mettons qu'on fait une demande d'intervention et que, je dis n'importe quoi, juste pour vous donner une image, la demande d'intervention est de 80 000, mais qu'au bout de 60 000, on a terminé les livrables. Super bonne ressource. Elle finit avant et il reste un solde de 20 000 là, qui nous reste là. Mais cette somme-là, si on ne ferme pas la demande d'intervention à temps, cette somme-là n'est pas retournée dans l'enveloppe budgétaire du contrat. Donc, quand ils font leur exercice de savoir à combien ils sont rendus à consommer dans le contrat, bon, ben, ces sommes dormantes-là, ils ne sont pas capables de déchiffrer. Puis là, ben, ça leur donne plutôt un portrait qu'ils vont leur manquer de l'argent alors qu'il y a des sommes qui sont restées. C'est ça que je me disais. Parce que pour savoir à quel moment à combien ils sont rendus, il y a un tableau Excel qu'ils doivent remplir pour savoir, parce que le logiciel SAP ne permet pas ça. Il y a SGPE qui va venir en renfort pour donner, si vous voulez, la hauteur de combien on a consommé dans la demande d'intervention, mais pour savoir au point de vue du contrat général, parce qu'on comprend quand il y a plusieurs rangs, là, ça veut dire plusieurs fournisseurs qui vont piger dans cette enveloppe-là. C'est un fichier Excel qu'il faut que tu remplisses des cases, puis là, ça va dire à combien tu es rendu dans la consommation du contrat. Puis ça, ben, je soulève que c'est peut-être pas super efficace, là, que c'est peut-être une des indications qui fait en sorte qu'on va aller chercher des avenants en pensant qu'il va nous manquer de l'argent alors que si on ne ferme pas toutes les DI, il faut qu'ils fassent l'exercice de fermer toutes les DI où est-ce qu'il y a des sommes qui dorment pour pouvoir avoir le portrait plus juste. Mais c'est ça. Encore une fois, on est dans le domaine de la saine gestion. Là. On n'est pas. C'est parce que c'est peut-être une pièce qui fait en sorte que, c'est ça, comme je vous dis, là, on va aller requérir des avenants pour augmenter alors qu'il nous reste des sommes. Là. Si on avait fait notre exercice, là, on aurait libéré des sommes qui dormaient puis on n'aurait peut-être pas besoin d'avenants. À G, prochain sous-constat, on dit l'impossibilité de relier les heures facturées aux biens livrables, produits ou services rendus. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que cela implique? Bien, en fait, ça, ce constat-là, là, je m'en suis surtout, je l'ai surtout réalisé là, au moment où est-ce que je vérifiais les autorisations accordées par le RORC pour des ressources, là, au niveau, mettons, qui vont aller pour rédiger, qui vont être appelés à rédiger des appels d'offres. Tout le ROC va émettre son autorisation par rapport à ça. Et je voulais voir, est-ce qu'au moment où est-ce que le ROC émet son autorisation, est-ce qu'on avait déjà débuté les travaux ou non? Est-ce qu'on a attendu d'avoir l'autorisation du ROC pour débuter les travaux? Et là, je m'apercevais que quand j'essayais d'identifier la demande d'intervention qui était reliée à l'autorisation accordée par le RORC, j'avais des difficultés parce que
l'information qui était inscrite sur la demande d'intervention ne me permettait pas d'associer l'autorisation du RORC à certaines demandes d'intervention. Et là, je n'étais pas capable. Je n'étais pas en mesure de dire, là, des fois, j'avais plusieurs demandes d'intervention pour la même ressource, puis je n'étais pas capable de savoir ça visait laquelle. Là. Fait que, mon constat, c'est de dire que, ben, tu sais, on n'est pas capable d'associer le travail exécuté réellement parce que le texte n'était pas clair, précis, mais également parce que ça m'a également, j'ai soulevé également cet fait-là quand que, à contrario, on fermait une demande d'intervention et mettons que je dis un exemple, là, la demande d'intervention au départ était de 80 000, puis rendue à 30 000 on ferme la demande d'intervention, puis on écrit tous les livrables sont faits. Et là, je suis là, puis je regarde, ben, mais là, comment tu peux avoir émis une demande d'intervention en estimant à 80 000 ton budget, et que là, rendu à 30 000 tout est fait, tout est rempli. Je n'étais pas capable de savoir qu'est-ce qu'elle avait livré. Puis, également, dans la même situation où est-ce qu'on va venir prolonger les DI, je ne suis pas capable de voir qu'est-ce qu'elle a accompli, cette ressource-là, déjà de son mandat de départ, et quand on est rendu à le prolonger, on est rendu à quelle portion qui n'a pas été remplie, puis qu'on doit continuer. Là. La documentation qui appuie ces demandes-là n'est pas suffisante. Là. Je ne suis pas capable. Je n'étais pas capable de dire qu'est-ce qui avait été fait, puis évidemment, en bout de ligne, qu'est-ce qu'on avait payé. Pour terminer sur le troisième constat, donc on a l'absence de suivi de la consommation des contrats ou des demandes d'intervention. Et on a un exemple à l'onglet 10, Mme l'assistante greffière, pour illustrer là, ce sous-constat-là. Donc, si vous pouviez l'afficher, et je vous inviterai à nous contextualiser, expliquer le constat à l'aide de cet exemple-là. Oui, en fait, il y a une ressource pour laquelle j'avais observé, là, puis ça, on est une ressource de deuxième rang. OK? Donc, ça veut dire qu'en principe, selon notre politique, on doit s'abstenir de prolonger et d'augmenter toutes les demandes qui vont pour les rangs 2, 3, 4, 5. Là. Il y a juste le premier rang pour lequel on permet d'augmenter et de prolonger des demandes d'intervention. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les rangs suivants, bien là, on est à plus cher, on est à des taux plus chers, puis on considère qu'on devrait plutôt retourner voir le premier rang pour voir s'il est capable de continuer le travail à faire à des moindres coûts. Okay? Et là, cette ressource-là, elle m'a attiré mon attention parce que là, je m'apercevais qu'elle dépassait tout le temps. Elle dépassait son temps. On rappelle, là, une demande d'intervention, tu as une période fixée à cette demande d'intervention-là, qui peut être modifiée en cours de route, là, soit dit en passant, mais il doit y avoir une documentation qui l'appuie. Là. Et là, je m'apercevais qu'elle dépassait. Là, elle dépassait toujours son temps. Et ce que je voyais, c'était qu'on y mettait une demande d'intervention suivante, et on allait rechercher les heures qu'elle avait dépassées et on l'amenait à cette nouvelle demande d'intervention. Et là, je vous rappelle, elle est avec un fournisseur de deuxième rang. Ça veut dire que pour faire ça, on a dû obtenir le refus du premier rang. Mais elle est chanceuse parce que on réussit toujours. Et là, je vois, là, écoutez, à un moment donné, il faut faire une gymnastique, là, toujours après coup, parce qu'il ne la suit pas, il ne la suive pas, puis il ne s'assure pas qu'elle respecte sa période. Et là, mais ça, c'est un des constats, dans le sens que, ben, on aurait pu, parce que normalement, le fournisseur, c'est à lui de suivre sa ressource. C'est à lui qui doit s'assurer que sa ressource ne dépasse pas
le cadre de la demande d'intervention. Une demande d'intervention, c'est un contrat dans un contrat. On s'entend, c'est signé, puis tout ça, puis bon. Et je voyais que le fournisseur n'était jamais imputable du dépassement des coûts de sa ressource, et on ne venait pas retrancher, c'est dire, ben tout bad, elle a dépassé, c'est toi qui vas assumer. Ça ne se passait jamais, puisqu'on allait rechercher le temps de la ressource et on la dirigeait dans une nouvelle. Donc, il n'y avait jamais de conséquences pour le fournisseur. Comprenez? Et il y a une fois où est-ce que même la ressource, on avait fait cet exercice-là d'aller rechercher ces heures, mais on avait mal calculé d'augmenter la demande d'intervention en prenant en compte de l'extra qu'on devait aller rechercher. Et très rapidement, elle avait consommé sa demande d'intervention. Et là, tout le mois de juin, la ressource va travailler, va mettre des heures, mais là, elle n'a plus de DI actif parce qu'elle a déjà tout épuré, toutes ses sommes. En juillet, une nouvelle demande d'intervention va apparaître et là, on va aller rechercher toutes ces heures de juin. Et là, je vais voir à SGPA apparaître là, tu sais, là, des heures dans sa feuille de temps, là, des 40 heures par jour. Elle est super performante, cette personne-là. J'aimerais ça être capable de faire au moins 24, là. Mais là, c'est 40 heures par jour qu'on va facturer le 11 juillet, le 12 juillet, le 13 juillet, donc à des taux de 40 heures. Le 14, on va mettre 19 heures. Le 15, on va mettre 8 heures. Puis après ça, le 18, 21 heures. 19, 21 heures. Le 20, 21 heures. Dans les faits, M. le commissaire, cette ressource-là ne travaillera pas cette semaine-là. Mais ce sont les heures qu'elle avait fait en juin qu'on est venu appliquer à sa nouvelle demande d'intervention pour que le fournisseur soit payé, là. Donc, c'est ça. Donc, ça conclut le troisième constat. Je comprends là, dans les commentaires que ça peut être difficile là, de mettre en application les clauses contractuelles si on ne peut pas suivre les livrables. Bien, oui, effectivement. Constat 4, pour lequel on a 3 sous-constats, à l'instar du constat 5. Donc, on devrait être en mesure, M. le commissaire, de compléter les constats ce matin. Donc, constat 4, et là, j'inviterai Mme l'assistante greffière à exhiber la page 42 du projet de rapport de février 2025. Constat 4, vous avez intitulé, dis-je, le cadre normatif et les saines pratiques en gestion contractuelle ne sont pas toujours respectées. Pouvez-vous nous mettre en contexte avant qu'on décline les 3 sous-constats, s'il vous plaît? En fait, si vous permettez, je vais lire, là. Je veux dire, les mesures de contrôle en place ne permettent pas de démontrer le respect du cadre normatif et des saines pratiques en gestion contractuelle. Lors de notre travail d'audit, plusieurs observations de non-conformité à certains articles de la LCOP et ses règlements, ainsi qu'aux politiques et procédures internes de la société furent constatées. À titre d'exemple, nous retrouvons des autorisations de contracter obtenues après le début des travaux ou encore des renseignements publiés au SEAO sans avoir respecté les délais réglementaires de publication. Donc là, je fais la liste là, au niveau de la LCOP, c'est quoi que j'observe. Donc, il y a le traitement intègre, le fractionnement des contrats, l'autorisation de contracter selon la politique, l'autorisation de contracter avant le début des travaux. Donc là, il y a l'autorisation du PDG, l'obtention de l'attestation à Revenu Québec, l'autorisation du RARC, pour lesquels on n'a pas respecté les délais. Il y a la publication au SEAO, donc on ne publie pas toujours les informations en temps opportun. Les informations publiées comportent des inaptitudes, ne sont pas exhaustives, incohérence de certaines informations publiées lorsqu'il y a plusieurs rangs avec différents contrats. Certaines informations importantes ne sont pas publiées. Donc, ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est certains articles réglementaires ne sont pas respectés. Donc, c'est la sollicitation des rangs, le non-respect de l'ordre de sollicitation, les DI modifiés après la présentation au fournisseur de premier rang. J'ai la portion de l'évaluation de rendement. Donc, la société ne procède pas toujours à l'évaluation de rendement du fournisseur dans les délais prescrits. La documentation en appuyant l'évaluation de rendement faite au fournisseur ne permet pas d'étayer suffisamment la qualité de la prestation reçue.
Et j'ai la dernière portion qui est le comportement des contrevenants aux bonnes pratiques. Donc, DDI comporte des erreurs. L'augmentation ou prolongement des DDI attribué à un autre fournisseur que celui du premier rang, addendant non reproduit au contrat. Et là, ça ensuite, dans votre rapport, puis il est déposé, votre projet de rapport, pardon, qui est déposé là en preuve. Donc, je ne veux pas nécessairement qu'on en fasse la lecture. On peut peut-être prendre un exemple dont il est mentionné dans votre rapport, mais pas nécessairement avec la pièce à l'appui. Je réfère à Mme l'assistante greffière à l'onglet 11. Je vous invite à prendre connaissance, Mme Brière, afin de commenter, puis nous contextualiser là, cet exemple-là. On peut peut-être descendre, Mme l'assistante greffière. Donc, on parle de l'objet, c'est une demande d'autorisation de la présidente et chef de la direction. Ça, c'est pour les fractionnements des contrats. Je pense que ça vous a déjà été soulevé là, dans le cadre de la commission. En fait, ces contrats-là, pour faire simple, il y avait l'appel d'offres P22-960 pour lequel il y avait le volet A avait pour Mme Chagnon, le volet B pour Mme Savoie, et il y avait également le volet C qui n'avait pas eu de preneur, donc on n'avait pas eu d'adjudication pour ce volet C. Et au lieu de retourner en appel d'offres pour ce volet simple-là qui n'avait pas été comblé, on a signé des gré à gré avec le titre m'échappe, le nom m'échappe, Kenny, là, je ne me rappelle pas exactement le nom. C'est ça, gestion de projet Kenny, qui est ce qui apparaît au paragraphe 2. Là. Donc, on avait signé 3 contrats de gré à gré, un après l'autre. À partir du deuxième, le RARC avait soulevé un peu des réticences à signer ces contrats-là, parce que là, ça ressemblait à du fractionnement. On avait indiqué au RARC à ce moment-là qu'on avait justifié en disant comme quoi que c'était des travaux qui étaient... C'était pas des travaux qui touchaient le même domaine, si vous voulez. Là. C'était pas des... Ça compte... Comment je pourrais dire? Les travaux concernaient pas les... C'était pas les mêmes travaux qui étaient demandés d'être exécutés pour les 3 contrats. Et que même le deuxième et le troisième devaient être en même temps toutes les 2. Donc, on justifiait que ça ne concernait vraiment pas les mêmes choses. Ce que moi, j'ai observé, c'est que si on allait voir la facturation qui a été émise après coup pour ces contrats-là, je m'apercevais qu'on avait commencé à consommer le premier. Dès la fin de celui-là, on a consommé le deuxième. Et dès la fin du deuxième, on a consommé le troisième. Il n'y a pas eu de facturation pour 2 contrats en même temps, comme si les travaux étaient parallèles et non ensemble. Donc, moi, je le soulevais comme fractionnement parce que ça m'apparaissait plus du fractionnement de contrat qu'on avait fait pour ça. Parfait. On voit que le constat 4B, on va parler de c'est à la page 47. Là. Certains articles réglementaires ne sont pas respectés. Dans votre rapport, on parle de la sollicitation des rangs. Je pense qu'on a suffisamment couvert ça aujourd'hui. Vous mentionnez également l'évaluation de rendement. Et là, je suis en bas de la page 47 où on voit dans le fond que au niveau de l'évaluation de rendement, il y a peut-être certains contrats qui n'ont pas été évalués ou qui ont été évalués en retard. Oui, en fait, c'est Oui. l'évaluation de rendement. Oui, en fait, sur les délais prescrits pour l'évaluation de rendement, j'avais 5 contrats qui n'avaient eu aucune évaluation, 5 contrats qu'on avait dépassé les délais, puis j'avais 43 contrats qu'on avait respecté la réglementation. Donc, ça faisait un pourcentage de 19 % de mon échantillon qui était pas, il n'y avait pas de respect au niveau de la réglementation. Et on a... non, c'est bon. Excusez-moi. Et le constat dit, j'ai 4C. Comportement contrevenant aux bonnes pratiques. Je suis à la page 50.
vous avez des choses à ajouter? Là, on parle encore du rang des fournisseurs. Je vais lire, si vous permettez. Oui, là. allez-y. Là, Sur la mémoire. Le contrat d'exécution sur demande requiert la présentation de demande d'intervention au fournisseur lorsque des services sont requis afin de répondre à son besoin. L'analyse des appels d'offres d'un échantillon de ce type de contrat a permis de relever plusieurs exemples de comportements contrevenant aux bonnes pratiques qui sont considérés comme à éviter, notamment ceux de combler un besoin en continu par une DI. En fait, ce que je veux soulever par là, le point, c'est que si on a un besoin suffisant, on aurait peut-être pu obtenir un appel d'offres pour ce besoin-là. Cibler une ressource sans se soucier du rang du prestataire. Donc, ça, on l'a vu également dans l'enquête administrative qu'il soulève également. S'entendre avec un prestataire s'étant classé au premier rang afin de solliciter un prestataire d'un autre rang. Donc, encore là, on l'avait vu avec l'enquête. Fermer la demande d'intervention en raison du départ de la ressource sans demander au fournisseur de remplacer la ressource. Ça, je voyais ce genre de délit-là. En fait, ce que je veux juste souligner par ça, c'est que on a expliqué également qu'avec SAP, ça avait réglé cette problématique-là. Je parle dans le fait qu'on a réglé le problème de cibler la ressource, puis tout ça. Sauf que, tu sais, l'exemple de tantôt avec Mme Thibouteau, ben, je m'apercevais très clairement qu'elle réussissait, là, puis là, on est après l'arrivée de SAP. Là. Donc, d'une façon ou d'une autre, on réussit pareil toujours à aller rechercher ce qu'on veut, là. À cet effet-là. Parfait. Ça nous mène au 5e et dernier constat, dans lequel on a 3 sous-constats. Le 5e constat, je suis à la page 53, Madame l'assistante greffière. On va parler d'avenants. Donc, le recours aux avenants ne respecte pas toujours le cadre normatif en gestion contractuelle. Oui. Pouvez-vous le mettre en contexte? Ben, en fait, j'explique un petit peu c'est quoi c'est quoi un avenant, à quoi ça sert. Le type d'avenant qu'on rencontre le plus couramment. Là. Donc, ça va toucher la durée, le montant, puis certaines clauses administratives. Je rappelais au niveau de la politique d'acquisition qu'est-ce qu'on demandait pour que ça puisse répondre à un avenant. Et moi, ce que je constatais, c'était que les avenants n'étaient pas toujours signés en temps opportun, c'est-à-dire que les travaux étaient avaient soit débuté avant la signature des avenants, ou encore, je m'apercevais que, entre autres, dans un des exemples que j'avais, c'était que le contrat était terminé en décembre et en mars de l'année suivante, on est allé produire un avenant qui rétroagissait. Donc, on a ressuscité le contrat et on a dit dans ça qu'il était pour se prolonger jusqu'en août de la même année. Donc, on réussit à ressusciter des contrats, dont, entre autres, également, Mme Savoie, elle aussi, c'était survenu. Il y a certains avenants qui ne sont pas accessoires, qui changent la nature du contrat. En fait, je venais de dire par ça, j'avais un exemple, entre autres, où est-ce qu'on était allé, par avenant, modifier les taux qui avaient été établis dans l'appel d'offres. Donc, il y avait 2 rangs, il y avait 2 fournisseurs. On a modifié les taux pour chacun des fournisseurs, mais par avenant, après avoir signé la justification de l'appel d'offres en tant que tel. Donc, je voyais également des avenants qui étaient accordés là, en raison d'un retard dans la préparation des appels d'offres, comme j'avais soulevé un petit peu plus tôt, là, que je trouvais qu'on avait beaucoup de cet effet-là. Ça, c'était le constat B. Est-ce que vous avez un exemple du constat B en tête? B, C'est-à-dire en fait, je voulais soulever, là, c'est entre autres ce changement de taux-là. Qu'est-ce qu'on avait fait, là? Je vais le préciser un peu plus là, dans cet exemple que je vous soulève. Là, quand on a changé le taux relié au contrat, là, les taux des profils reliés au contrat, là, on a consommé 40 de tout l'appel d'offres
après avoir effectué ce changement de taux-là relié à ces profils-là, ça a coûté à la société, ce changement de taux-là a coûté à la société 15 000 de plus. Juste la portion qui a été faite pour établir des nouveaux tarifs reliés au profil. Est-ce que c'est le numéro de l'avenant, le numéro du contrat? Est-ce que ça se pourrait que ce soit P25-225? Je me trompe de dossier. Je ne l'ai pas noté, je m'excuse. Je ne l'ai pas noté. Et dernier élément de votre cinquième constat sur les avenants, c'est que certains avenants sont accordés en raison du retard dans la préparation des appels d'offres. C'est ça. Bien, ça, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Là. Ce sont des prolongations qui sont faites en continuité pour éviter la rupture. On dit beaucoup ça, là, pour offrir la continuité des services puis éviter la coupure ou la rupture des services. Donc, ça, je remarquais qu'il y en avait vraiment beaucoup d'avenants sous cette justification-là, alors qu'on aurait dû peut-être aller en appel d'offres beaucoup plus rapidement. En une phrase ou peut-être un paragraphe, là, comment résumeriez-vous vos conclusions, vos constats, là, si on fait en un paragraphe, là, en moins d'une minute, comme on dit des fois? OK. Moi, je vous dirais, en fait, là, vous l'avez ici. Moi, je trouvais important les constats, surtout par rapport aux avenants. Je trouvais que on a étiré l'élastique, on va dire ça comme ça, beaucoup avec les avenants. Moi, je voulais en faire un constat, mais plus tard, vous allez voir dans mon rapport, ce constat-là sera retiré et on va le joindre plutôt à un autre constat. Mais je trouvais important les avenants. Je trouvais qu'on avait minimisé beaucoup l'importance des avenants là, à cet effet-là. Tantôt, vous avez parlé du fait que, justement, vous avez préparé ce rapport-là et ça devait être au comité Audi de mars. Ça a été après ça, on vous a indiqué, c'est votre compréhension, ça va être juin. Puis là, je comprends que juin, c'était la semaine passée, puis que, selon toute vraisemblance, c'était pas, on n'a pas d'indication. Donc, le prochain serait le 11 septembre. Oui. Vous avez souligné, qu'on vous a demandé de préparer un rapport plus exécutif pour soumettre à qui? Oui. Quand on m'a demandé de faire le rapport exécutif, François Sauvageau est arrivé vers la fin de mai en m'apportant des corrections. Et là, comme je vous ai dit au début, là, j'ai dû apporter également les mêmes corrections qui amenaient au rapport exécutif. Il a fallu que je les transcende également dans le rapport au long. Et entre autres, un de ces changements-là a été de prendre le constat. On a changé en fait l'ordre certains ordres des constats pour s'aligner avec la fiche mandat. Et donc, ça a fait permuter certains constats. Mais l'autre gros changement a été de retirer le constat 5 pour le faire joindre au constat. En fait, c'est le constat, je l'ai dessus sur ça? Non. En fait, c'est celui qui va devenir le constat 3 dans le rapport exécutif. Donc, celui qui devient le constat 3, les avenants vont être joints à celui-là en modification. Mais l'intégralité de ce je soulevais dans les avenants se retrouve, par contre. Il n'y a pas de changement à cet effet-là. J'ai eu quelques changements. Là. Ce qui est en rose, ce sont les changements qui ont été apportés. en jaune comme ça, c'est ce que moi j'ai fait là, après avoir fait mon rapport. Certains paragraphes ont été modifiés. Certains termes ont été modifiés, principalement peut-être pour amoindrir certains termes utilisés. C'est ça. Parfait. Et là, je demanderais donc à la greffière d'exposer. On va déposer, là, c'est l'onglet 15, qui est le rapport exécutif, là, qui est daté du 29 mai, qu'on marque pour présentation, là, on va le voir lorsque ça sera affiché. On me dit présentation au comité le 12 juin.
Merci, on peut arrêter ici. Donc, je comprends que ça, c'est est-ce que c'est la dernière version, plutôt, sur laquelle vous avez travaillé? Oui. Oui. En fait, c'est ça, je sais que... Je sais. En fait, je suppose fortement que ça a été présenté à M. Ducharme, là. Parce qu'à un moment donné, après avoir discuté avec mon chef de service, j'ai voulu transmettre la copie de mon rapport à ma collègue. Puis, M. Sauvageau est en rencontre avec M. Ducharme, mais je n'étais pas capable parce que j'étais en copie seulement, là, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert mon rapport. Puis ça identifiait comme quoi que c'était M. Sauvageau qui était qui avait ouvert mon rapport, puis moi, je pouvais être juste en consultation. Au moment qu'il rencontrait M. Ducharme. Oui. Ça, c'était la version exécutive ou la version au long? C'est... Je dis au long, excusez-moi, votre projet de février, là, qui fait 57 pages plus les annexes. C'est mon rapport long. Rapport long qui était consulté. Oui. Et donc, on va le déposer. Je vois que c'est l'heure de prendre la pause du lunch, mais on va le déposer avant le lunch. Donc, rapport exécutif, projet de rapport exécutif, là, daté du 29 mai 2025, pour présentation au 12 juin 2025, qui fait 18 pages plus excusez-moi, qui fait 16 pages plus annexe. Donc, je suggère de suspendre ici les midi 25. Au retour, là, pour que mes collègues de la société puissent anticiper, j'en aurai pour maximum une demi-heure. Pardon, maître, Oui, est-ce que vous le cotez? oui, Ce 44 P 295. 15. 295. Du côté de la société, est-ce que vous avez estimé une durée du compte interrogatoire? Sachant qu'il reste à peu près une demi-heure, puis j'imagine que vous connaissez les sujets sur lesquels Madame va être finalement interrogée, notamment, à mon avis, il y aurait le 24 janvier. Il y aura le 24, c'est ça pour la suite des choses. Pour une anticipation, il y aura la rencontre du 24 janvier. Et dernier élément sur le suivi du rapport, là, je dois revoir mes notes, là, mais sensiblement, il n'y aura pas de... On va être plus sur des... Écoutez, je pense qu'on va finir aujourd'hui, là, vraisemblablement, mais on a Mais reçu des pièces ce matin. ça répond à ma question. Vous n'êtes pas obligé de me donner le temps. J'ai déjà anticipé. Je m'attendais à ce que le prochain témoin, M. Marcellet, soit entendu à partir d'aujourd'hui. À la pause, j'ai avisé que, par respect pour les témoins, là, pas venir attendre inutilement, puis vous laisser le temps de travailler. Là. Donc, M. Marcellet commencera demain. J'avais une espérance de finir jeudi, mais je pense que c'est utopique. Alors, si vous aviez déjà prévu quelque chose de vendredi, je vous demande de changer vos plans. Ça va? Alors, bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit, madame. Je vais faire une ordonnance, comme je fais toujours à chaque témoin, de ne pas discuter avec qui que ce soit de votre témoignage, compte tenu que vous êtes encore en interrogatoire en chef et qu'il y aura un contre-interrogatoire. C'est toujours dans le but de protéger l'intégrité de votre témoignage. Parfait. Merci.